Merci. Monsieur le député de Gouin pour 17 minutes. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Madame la Ministre. Bonjour. Je veux parler avec vous de la fin des enveloppes réservées pour les achats de livres dans les écoles. C'est une décision qui fait énormément réagir, dans les écoles, bien sûr, mais aussi dans le milieu culturel. J'ai une question toute simple pour vous. Avez-vous consulté le ministre de la Culture avant de prendre cette décision? On a eu beaucoup de discussions avec le ministre de la Culture et son cabinet, ne serait-ce que quand on a décidé de confirmer que les budgets de 13 millions étaient maintenus. On les a confirmés pour les sorties culturelles dans le budget. Donc, les budgets sont disponibles, que ce soit pour les livres, que ce soit pour les sorties culturelles. Il y aura même une nouvelle annonce bientôt que je ne vais pas brûler, mais on a une mesure qui va être réservée également pour l'achat de livres supplémentaires au secondaire. Donc, on va pouvoir en faire état dans quelques temps. Donc, les budgets sont conservés. Les budgets sont toujours là. Donc, oui, il y a eu des discussions avec mon collègue. Donc, ce que vous nous dites aujourd'hui, vous nous confirmez avoir consulté le ministre de la Culture spécifiquement sur la fin des enveloppes réservées, donc dédiées à l'achat de livres dans les écoles? Il y a eu des discussions avec le ministère de la Culture et le cabinet du ministre. Sur cette question-là en particulier? Sur la question du regroupement des règles budgétaires telles qu'on les connaît maintenant, oui. Parfait. Et est-ce que le ministre de la Culture et ses équipes étaient d'accord avec cette fusion des enveloppes? Bien, le ministre de la Culture et ses équipes comprenaient très bien les enjeux et les objectifs et les avantages pour les enfants. Non, mais est-ce qu'ils étaient d'accord? Bien, ils comprenaient très bien les enjeux. Ils comprenaient les enjeux, mais est-ce qu'ils... Oui. Donc, vous nous affirmez aujourd'hui que le ministre de la Culture approuve cette fusion des enveloppes? Vous lui poserez la question à lui. Moi, ce que je comprends des discussions qu'on a eues, c'est qu'il comprenait très bien les avantages pour les enfants du Québec de passer dans cette transition-là des règles budgétaires. Mais je ne répondrai pas pour lui. OK. Bien, c'est votre collègue, puis vous soutenez avoir eu des échanges avec lui, mais vous n'êtes pas prête à nous dire s'il était d'accord avec votre décision? Je vous dis qu'à l'époque de nos discussions, il comprenait très bien les avantages de faire cette transformation budgétaire-là. Okay. Parce que à peu près tout le milieu culturel est inquiet de cette mesure-là. Je pense que le ministre de la Culture est à l'écoute de ses partenaires. Donc, vous nous confirmez qu'il était informé avant votre décision et qu'il était d'accord? Je vous confirme qu'on leur a présenté la réforme, qu'il était au courant et qu'il voyait très bien les avantages pour les enfants du Québec. OK. Est-ce qu'il voyait les avantages pour le milieu culturel? Bien, là, vous me poserez la question. OK. Parce que non, mais... Moi, je lui ai présenté les règles budgétaires du ministère de l'Éducation. Je lui ai présenté les avantages pour les élèves et il voyait bien les avantages pour les élèves. OK. Non, parce que vous êtes une procureure de talent, puis je suis à même de le remarquer en ce moment, c'est que vous me dites à aucun moment si votre collègue était d'accord avec votre décision. Bien, je vous dis que moi, ce que j'ai eu comme information de sa part, c'est qu'il était très comment je dirais ça? Donc, il ne m'a pas omis d'objection sur les règles budgétaires, puis il comprenait bien les avantages pour les élèves du Québec. Mais là, maintenant, vous lui poserez la question par rapport à ce qu'il disait à son milieu. OK. Donc, le ministre de la Culture est d'accord, vous nous dites... ce que vous avez compris de vos échanges, c'est qu'il était d'accord avec cette réforme des règles budgétaires. Il ne s'est pas opposé. Il n'a pas soumis d'objection. Okay. Avez-vous eu des échanges avec lui dans les derniers jours sur ces questions-là? On a eu des échanges cette semaine sur ces questions-là avec son cabinet. Parce que le milieu culturel est extrêmement inquiet. Absolument. Qui vous en a fait part? Oui. Très dommage, d'ailleurs, qu'on ait inquiété ainsi le milieu culturel, mais... Bien, le milieu culturel a pris connaissance des règles budgétaires puis voit bien qu'il n'y a plus aucun dollar de réservé, j'insiste, réservé exclusivement à l'achat de livres. On peut comprendre leurs inquiétudes. Oui, mais moi, je vais réitérer que le budget de l'éducation est là pour les enfants du Québec et qu'on va s'assurer qu'il y a de la culture dans les écoles. D'ailleurs, les budgets sont encore disponibles. L'argent est là. Oui, non, mais les sommes sont disponibles. Il n'est plus réservé. Et toutes les sommes sont transférées vers les centres de services scolaires et les écoles. Mais les directives sont très claires aux centres de services scolaires et aux écoles, que ce soit la règle budgétaire sur les livres, que ce soit la règle budgétaire sur la culture, les sorties culturelles, c'est qu'il faut qu'il y en ait dans les écoles. Oui, bien sûr. Et ils pourront aller à la bibliothèque si jamais ça revient moins cher que d'acheter des livres. Pas si ça revient moins cher, c'est une meilleure opportunité pour les enfants du Québec. Okay. Parce que c'est ça le rôle du ministère de l'Éducation, c'est voir à la réussite éducative et au bien-être des enfants. Donc, vous nous confirmez que le ministère de la Culture et son ministre ont été consultés avant votre décision? Ils étaient au courant, absolument. Ils étaient au courant, ils étaient d'accord? Ils étaient au courant, puis je n'ai pas reçu d'objection de leur part à ce moment-là. Et
Est-ce que vous avez de l'ouverture à ce qu'il y ait des échanges encore pour peut-être apporter des améliorations, des modifications à vos règles budgétaires? Là-dessus spécifiquement? On a rencontré même des gens du milieu cette semaine. Mon cabinet a rencontré des gens du milieu avec le cabinet de la culture cette semaine. Il n'y aura pas de règles dédiées réservées parce que ce serait faire le contraire de la transformation qu'on est en train de faire. Alors, ce serait, quant à moi, aller être contre-productif. Par contre, moi, je suis très prête à voir comment on peut rassurer le milieu de la culture, mais en même temps, rassurer le milieu de la culture, c'est quoi l'intérêt du milieu de la culture? Ils veulent que les enfants soient exposés à la culture. Là-dessus, je peux les rassurer. Il y aura de la culture dans nos écoles. Dans le cas des livres, ceux qui souhaitent s'assurer qu'il y ait un plancher qui n'est pas nécessairement un plancher en argent, ça pourrait être un plancher, par exemple, en nombre d'ouvrages. Il y aurait plusieurs manières d'y arriver. Mais ils souhaitent être assurés à savoir qu'il va y avoir un plancher en matière d'achat de livres par les écoles du Québec. Vous nous dites que ça n'existera pas. Ça n'existera plus. Il n'y aura pas de plancher en matière de livres, d'achat de livres. Par contre, ce qu'il y a, puis j'avais commencé à répondre à ma collègue tantôt, mais on était, naturellement, le temps nous a empêchés de poursuivre, c'est qu'il y a de l'obligation de lecture de livres dans les écoles. De lecture, mais il n'y aura plus aucune obligation d'achat de livres. Ils ont de l'argent pour en acheter. Puis j'imagine que s'il y a une obligation de livres, ça prend des livres à lire, donc ils vont sûrement en acheter encore. Ou aller à la bibliothèque. Mais revenons à la base de la mission du ministère de l'Éducation. C'est de faire lire nos enfants, leur donner accès à des livres. Et là, on leur fournit les budgets nécessaires. Il y a des endroits où les bibliothèques, même les bibliothèques de l'école sont très bien garnies. Il y a des endroits où les classes sont très bien garnies. Il y a des endroits où on a besoin d'injecter plus que ce que leur envoie. Ils auront le loisir de le faire. Je pense que ça a été communiqué très clairement. Il n'y aura pas de changement. Il n'y aura donc pas de plancher d'achat de livres. Vous avez été très clair. Je vous en remercie. Je veux parler des processus de sélection qui ont cours dans le système d'éducation au Québec, en particulier dans les écoles publiques du Québec. Le 9 décembre dernier, vous vous êtes engagé dans une entrevue que vous avez donnée à la presse de faire un état des lieux de ces programmes sélectifs et vous avez, je vous cite, remis en question le processus de tri auquel s'adonnent les écoles secondaires publiques offrant des PPP. Fin de la citation. Vous avez également adopté une motion que je vous avais soumise le 10 décembre, donc le lendemain de la publication de l'article, où vous vous êtes engagé à entamer une réflexion au sujet des critères imposés dans certaines écoles publiques pour sélectionner les élèves. Et vous vous êtes engagé dans cette motion à livrer les résultats de cette réflexion avant la fin de l'année scolaire. On y arrive. Quand allez-vous déposer les résultats de cette réflexion? Bien, je me suis engagée à le faire et je continue dans ma réflexion. Vous savez, je suis tout à fait d'accord avec vous, surtout quand on parlait du primaire, hein, quand les sélections au primaire qui étaient encore plus mises sur la sellette à l'époque. Puis moi, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut éviter je dirais pas ostraciser, mais de sélectionner trop jeunes. Il faut de sur-spécialiser nos jeunes trop rapidement. Ce que j'ai fait et ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté, et ça m'a quand même rassurée, c'est qu'au niveau primaire, dans les écoles publiques, il y a juste 4 des enfants qui sont dans des programmes, des PPP, au niveau primaire. 4 des enfants. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper de ce 4 %-là, mais ça m'a quand même rassurée de voir que quand même au primaire, la très grande, la vaste majorité, sinon la totalité des enfants du public sont dans des écoles, sont au public sans avoir nécessairement de programme particulier. Maintenant, on a commencé par faire un état de situation et je pense qu'il y a, à travers les écoles qui ont, je ne veux juste pas me tromper sur le nombre, là, mais il y a très peu d'écoles qui ont, parmi le 4 ou parmi les écoles, je pense que c'est 219 écoles, je ne me trompe pas. 45 écoles sur 249. Parfait, merci. 45 écoles qui ont un programme particulier sur 249. Avec des critères seulement. Donc, il faut regarder ça. Je suis en train de regarder aussi avec le ministère, dans ces critères-là, est-ce que c'est des critères d'accès de performance académique ou c'est des critères d'affinité ou de compétence? Mais l'enjeu pour moi, c'est de vouloir faire en sorte qu'il n'y ait pas de critères d'accès au primaire. Merci. Je comprends donc que votre réflexion est entamée. De raffiner ça. Dans cette motion, vous êtes engagé à rendre public les résultats que l'Assemblée nationale demande à la ministre de l'Éducation de livrer les résultats de cette réflexion d'ici la fin de l'actuelle année scolaire. Donc, est-ce que ça va prendre la forme d'un document écrit?
Je vais voir quelle forme ça prendra, mais je vais revoir la motion. Mais moi, ce que je me suis engagée à faire, c'est d'avoir une réflexion d'ici la fin de l'année scolaire. Puis à en livrer les résultats avant la fin de l'année scolaire, est-ce que vous allez Bien, je verrai honorer je cet ne m'engagerai engagement? pas sous une forme quelconque aujourd'hui. Là. Je vais regarder ça. Est-ce que vous vous engagez à respecter le libellé de la motion? Bien, je m'engage à respecter la motion pour laquelle je me suis engagée, mais je vais regarder ça. Donc, vous allez nous livrer les résultats de la réflexion avant la fin de Je vais l'année. regarder ça. De la façon dont Mais ça sera fait. je vous lis le libellé de la motion. Oui, Madame mais la je verrai ministre. de la façon dont ça sera fait. Mais je vais Mais respecter vous la allez le motion. faire. Mais vous allez les livrer, les résultats de cette réflexion. Je vais respecter la motion. Parfait. C'est- Je vais vous donner un exemple. Une école primaire de la région de Québec. Non, pardon. Je vais vous donner un exemple. Une école primaire de la grande région de Montréal, on ne la nommera pas, fait passer à des enfants de maternelle des examens. C'est des examens oraux administrés par une firme privée spécialisée en éducation. On parle d'un examen oral de 45 à 60 minutes C'est dans quel type de programme? pour des enfants donc de 5 ans en maternelle. Des entrevues qui sont menées par cette firme privée spécialisée. Au terme de cet examen-là, on dresse un classement des enfants de 5 ans. Et c'est sur la base de ce classement que ces enfants-là sont admis en première année en programme d'études internationales. Je me demande bien ce que ça veut dire en première année, mais bon. Cet exemple-là, trouvez-vous que cette pratique-là ou ce genre de pratique a sa place dans une école publique en 2026 au Québec? Il faut s'en éloigner de plus en plus. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. OK. Envisagez-vous poser des gestes pour mettre fin à ces pratiques-là? Je vais regarder comment on va agir dans ces circonstances-là, mais on est en train de faire le tour de la question. Moi, je voulais avoir un portrait de la situation avant de prendre des décisions. Le portrait de la situation me rassure un peu, mais en même temps, je vous l'ai dit, il faut qu'on regarde dans le 4 des jeunes qui sont dans un programme particulier. Moi, pour moi, un critère de performance tel que vous le décrivez, à 5 ans, je trouve ça trop jeune. Donc, vous êtes en désaccord avec cette Je pratique-là? suis en désaccord avec cette façon de faire-là, mais moi, je veux, avant de me prononcer, aller voir ce qu'il y en est, comprendre, l'étudier correctement avant de prendre une décision. heureux. Mais je vous dirais, à première vue, parce que c'est pour ça que je suis d'accord, j'ai voté pour la motion, d'ailleurs. Donc, des processus de nature compétitive, des processus de sélection de nature compétitive comme celle-là à 5 ans, Bien, surtout vous êtes d'accord avec moi que ça n'a pas sa place? Bien, je suis d'accord avec vous que ça fait lever un sourcil, effectivement. Suffisamment Plus que pour que je m'engage dans une motion et que je vous dise que je veux étudier la question correctement et sérieusement. Donc, vous vous opposez à ça, mais êtes-vous prête à vous engager à poser un geste quelconque? Par exemple, mettre un âge minimal. Ce serait pas compliqué? Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là? Continuer ma réflexion telle que je me suis engagée à le faire et je vais respecter ce que je me suis OK, mais engagée je à comprends, faire. mais là, c'est parce qu'il reste comme quelques semaines à la session Oui, parlementaire mais elle est et pas à l'année terminée. scolaire. Elle n'est pas terminée, l'année scolaire. OK. Donc, d'ici la fin de l'année scolaire, vous aurez une réponse Je à vais cette question? respecter la motion Mais auquel je me suis comprends pas engagée. je comprends pas ce qui vous rend, Bien, parce en que tout je veux respect, Madame continuer la à faire ministre, mes analyses, fait que je aussi prendrai pas d'engagement. hésitante à s'avancer sur un dossier qui est, à première vue, aussi clair. Là, par ailleurs, un de vos prédécesseurs, le député de Chambly, avait clairement affirmé, non seulement qu'il était en désaccord, mais qu'il avait l'intention de mettre fin à ces pratiques-là. Finalement, il y a peut-être, il n'y a pas eu le temps, ou bref, ça n'y a pas à donner. Mais je comprends que vous n'êtes pas capable juste de dire, comme ministre de l'Éducation, que vous désapprouvez ça complètement, puis que d'ici la fin de l'année scolaire, tel que vous vous êtes Oui, engagé dans la motion, vous allez livrer les résultats de votre réflexion clairement, publiquement, pour que les gens du réseau de l'éducation puissent en prendre connaissance, puis idéalement agir, parce que des abus comme ça, entre vous et moi, ça brise le cœur qu'on fasse subir ça dans nos écoles publiques à des jeunes de 5 ans. Mais je suis d'accord avec votre prémisse. La raison, l'affaire, c'est que vous me demandez de m'engager sur le moyen de la Oui, bien, façon vous dont êtes je vais le ministre, faire. hein, je me demande si Ben oui, à ça que ça absolument, sert, hein. mais je vous ai dit que j'avais entamé une réflexion sérieuse parce que j'ai eu la même réaction que vous. La même réaction de vous. On a déjà adressé cette question-là au DG dans les comités dans lesquels on travaille. On leur a déjà dit que pour nous, c'était pas une façon de faire au primaire. Maintenant, je veux continuer à faire mon analyse de façon correcte OK. et sérieuse Alors, avant de l'analyse- m'engager sur le moyen. Parfait. Donc, Alors, je vais l'analyse prendre. se poursuit. Et voilà. Qu'en est-il d'un éventuel palmarès des écoles publiques? Le 9 décembre, dans ce même entretien de la presse, vous aviez dit, je vous cite, « Je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire. » Je pense que c'était une boutade en toute justice. « Le projet n'est ni abandonné ni mis de l'avant.
explique-t-elle, c'est vous, Madame la ministre, vous vous disiez à l'époque sensible au fait qu'il peut à la fois motiver certains et être néfaste pour d'autres. À l'époque, donc, vous n'aviez pas de position sur l'idée de votre prédécesseur d'un éventuel palmarès des écoles publiques. Aujourd'hui, quelle est votre position là-dessus? Ben, moi, je vous dirais que pour moi, c'est pas une priorité de mettre en place un palmarès des écoles publiques. Je pense qu'il peut y avoir, il y a des pour et des contre, il peut y avoir des effets motivateurs, mais pour moi, à ce stade-ci, honnêtement, c'est pas une priorité. Fait que moi, je ne mettrai pas en place un palmarès des écoles publiques. On est d'accord. Donc, il y a des bons et des mauvais côtés, mais les mauvais côtés l'emportent. Si vous arrivez du côté de votre décision à la négative, on est 100% d'accord. J'ai décidé de ne pas mettre mes efforts dans le temps qui m'était imparti sur un registre d'écoles publiques. Bonne décision. Bien, selon moi. Ça, celle-là, Dans mon analyse était terminée. Oui, c'est ça. L'analyse a été plus rapide. Non, elle était faite. Autre chantier que vous avez lancé dans cet entretien du 9 décembre, vous avez annoncé réfléchir à la possibilité, même si ce n'était pas tranché encore, je vous cite, à la possibilité, je vous cite, d'éventuellement enlever un bulletin pour le remplacer par une évaluation qui va satisfaire les parents. Où en est ce chantier? Bien, premièrement, j'aurais dû aller me relire du 9 décembre. Non, c'est une blague. 5 chantiers. Non, mais oui, mais ça j'ai eu Il y en a un que vous avez déjà accompli, c'était le programme de français. On est tout à fait content. Qu'en est-il de cette élimination d'un bulletin? Bon. On a un comité sur le rôle de l'école dans lequel on aborde ça. J'ai commencé à l'aborder avec certains syndicats. J'ai commencé à aborder cette question-là avec certains comités de parents. J'ai commencé les discussions. Il y a une très grande sensibilité sur cette question-là. Puis je veux pas alerter personne ici, là, mais il y a dans le sens des gens qui nous écoutent, mais il y a une très grande sensibilité. Quand on parle des enseignants, les enseignants aimeraient qu'on mette fin. Vous, là, allez-vous le faire ou pas? Moi, j'ai lancé la réflexion pour que ça... Mais la décision, je ne pense pas que la décision va être prise sous mon règne, mais je me suis assurée que cette question-là, ce sujet-là, était discuté dans des comités officiels pour s'assurer qu'elle n'était pas abandonnée. Donc là-dessus aussi, la réflection se poursuit. C'est ce que je comprends. Bien, j'ai lancé la discussion parce que la réflexion ne se fait pas à mon niveau tout seul. Là. Qu'en Ça se fait avec est-il les de comités de parents également. Je vais presque avoir le temps de faire vos 5 chantiers. Le 5e chantier, c'était celui des enseignants non qualifiés. Vous êtes engagé à tenir un suivi serré de ces gens afin de s'assurer qu'ils ont bel et bien l'intention de poursuivre leur parcours de formation. Quel suivi avez-vous fait sur ce chantier? C'est ce que je vous dis, ce que j'ai fait, entre autres, je leur ai écrit une lettre où je leur expliquais que, quant à moi, ils devaient s'engager dans un parcours de formation qualifiant, que pour moi, c'était une situation, peu importe la compétence qu'ils ont. La ministre, merci beaucoup. Monsieur le député, merci. Je passe la parole à Madame la députée de Bourassa-Sauvé et peut-être portez attention dans vos interventions de ne pas parler un par-dessus l'autre pour la transcription, c'est plus facile. Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Merci, Madame la présidente. Infrastructure scolaire, Madame la ministre, on le sait, hein, selon PQI, donc les chiffres d'écoles vétustes, les pourcentages d'écoles vétustes n'ont pas bougé hein, pour 26-27, donc on parle toujours de 53% des écoles dont l'indice de vétusté est établi à D ou à E, donc en mauvais ou en très mauvais état. Donc, on parle donc d'un peu plus d'une école sur 2. Là. Ce sont les chiffres officiels, mais même dans les médias, il y a pas si longtemps, donc il y avait même un article qui parlait de 57% des écoles primaires et 61% des écoles secondaires. Donc, je pense qu'on peut tous se dire que le portrait s'avère accablant. Il n'y a pas si longtemps, il y a eu le documentaire de Ricardo. D'abord, est-ce que vous l'avez regardé, le documentaire, Madame la ministre? Oui, mais j'y ai participé en plus, donc... Oui, c'est vrai. Donc, vous avez mais est-ce que j'ai retenu tout ce qui a été dit par tout le monde? La réponse est non, mais oui, je l'ai regardé. Donc, dans ce cadre-là, on parlait un peu plus tôt donc, de vos différents chantiers. Je vais vous entendre donc, sur les projets parce que il y a 2 ans, donc, il y avait 99 projets de rénovation ou de construction d'écoles qui étaient mis sur pause. Donc, c'était des questions qu'on avait posées à votre prédécesseur. Donc, à savoir, donc, qu'est-ce qui va se passer avec ces projets-là? Parce qu'ils étaient au PQI, ils sont toujours au PQI. Pour la plupart, bien, ce sont des projets qui vont finir par coûter beaucoup plus cher et dont l'indice de vétusté donc, risque donc, de s'accroître, hein, parce que bien, plus on attend avant de les rénover, bien, plus ça devient difficile, puis les élèves donc, évoluent dans des circonstances assez difficiles. De cette liste-là, aujourd'hui, il en reste combien? Il y en avait 99 qui étaient mis sur pause en décembre 2023.
Donc, aujourd'hui, il y en a combien qui sont encore sur pause? Bien, dans les projets, les 90 projets mis sur pause, c'était pas tous des projets de maintien. Là. Il y avait de la bonification, il y avait de l'ajout d'espace là-dedans aussi. Donc, c'est pas tous Oui, des c'est projets. ça, construction puis rénovation. Oui, c'est ça, construction-rénovation. On en a redémarré 16 et on est en train d'en redémarrer d'autres. Donc, dans les prochaines semaines, et au fur et à mesure, on va en redémarrer d'autres. Mais il y en a déjà une vingtaine, je dirais, de redémarrer. Des projets qui vont créer des espaces, parce que vous avez tout à fait raison, le parc immobilier s'est détérioré de façon... Malheureusement, le parc est vieillissant, a 50 ans, et se détériore. C'est pour ça qu'on a ajouté beaucoup d'argent dans le maintien d'actifs cette année, mais principalement dans le maintien d'actifs. On avait des objectifs d'augmenter la proportion des immeubles dans un état satisfaisant. Donc, on est passé là, de 39 à 47 cette année dans les dernières années. Donc, est-ce que c'est parfait? La réponse est pas du tout. Est-ce qu'on doit en faire plus? La réponse est absolument. Donc, on est en train de regarder pour faire des projets de rénovation et de voir aussi comment on peut maximiser les projets d'ajout d'espace à moindre coût pour mettre beaucoup plus d'argent dans le maintien également d'actifs. Donc, on est un peu en train de rebrasser les cartes au niveau des infrastructures pour être capable d'avoir, je dirais, une meilleure performance avec l'argent qui est disponible parce que, naturellement, la capacité de payer est limitée. On a notre part du PQI, comme tout le monde, qui est déjà quand même très élevée. Le PQI et notre part du PQI si on compare à d'autres ministères. Donc, on est en train de regarder puis rebrasser les cartes pour avoir des meilleures façons de faire, pour être plus performants dans nos départs. Là. Donc, 78 des sommes au PQI présentement vont être dévolues au maintien d'actifs et non pas à de la bonification. Quand on dit arrêter de couper des rubans, plutôt entretenir, c'est exactement le virage qu'on a pris et que je vous dirais que 78 des sommes. Malheureusement, le parc a tellement besoin d'amour que des fois, il y a certaines personnes moi, la première, où j'ai l'impression des fois qu'on pèle du sable sur la plage, là, mais on essaie d'améliorer le parc le plus rapidement possible et avec l'argent qui est consacré à la bonification, on essaie d'en faire plus en revoyant nos façons de faire parce que il faut entretenir nos écoles, mais il faut aussi asseoir nos enfants dans des classes. Là. Classe temporaire. En 2018, donc, vous nous parliez de construire les plus belles écoles du monde. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que depuis 5 ans, les salles de classe préfabriquées poussent comme des champignons dans les cours d'école du Québec. Selon le ministère, donc, il y aurait 2100 classes modulaires dans les écoles, alors qu'en 2020, donc, on les nombrait seulement 450. C'est quoi le plan à moyen terme, disons, là, dans votre vision pour ces classes modulaires? Dans les 5 dernières années, je vous dirais que les plans d'évaluation des besoins d'espace de beaucoup de centres de services scolaires ont été bouleversés. Et je dirais pas l'immigration, je vais dire la migration. C'est-à-dire les mouvements internes qui ont eu lieu, bon, oui, de l'immigration, effectivement, mais aussi de la migration, c'est-à-dire des mouvements internes. Je parlais avec le CSS de la capitale il y a quelques semaines de ça, où elle nous disait, il y a 2 ans, on était OK dans nos écoles, puis dans notre plan de gestion des espaces, puis en 2 ou à 3 ans, ce plan-là a été bouleversé, puis ils ont eu besoin d'espace plus rapidement que prévu. Donc, il y a aussi cette réalité-là. Il y a, pour moi, on n'est pas dans des, je veux le dire, là, c'est pas des roulottes. Les modulaires, on peut construire maintenant une école modulaire qui est pas fort présentable, qui est très bien, en 7 à 8 mois, d'ailleurs, c'est la stratégie qu'on a prise dans l'école qui a brûlé dans le comté. Là, j'oublie tout. Hein? À Prévost, c'est ça. Dans le comté de Prévost, malheureusement, la fin de semaine, le week-end de ma prise de pouvoir ou ma prise de possession du ministère ou du titre de ministre, là, c'est comme si, je disais toujours, il y avait beaucoup de feu, là. Il y avait les autobus et une école, malheureusement. Mais grâce à cette technique-là, on est capable de reconstruire cette école-là. Pour la prochaine rentrée scolaire, on va l'espérer le plus rapidement possible. Au même endroit, on va garder le gymnase qui était existant puis finalement qu'on a pu sauver. Donc, il faut juste qu'on change les mentalités. Là, on n'est plus au même endroit avec les modulaires, ne serait-ce que l'ajout d'espace. Il faut aussi penser que les mouvements démographiques sont beaucoup plus volatiles qu'ils l'étaient à une certaine époque. Et des fois, construire une école, des fois, on la construisait pour 30 ans parce qu'on savait qu'il allait avoir des familles là pendant 30 ans. Maintenant, les gens déménagent, bougent beaucoup, les familles bougent. Donc, il faut aussi être capable de penser à ça. Donc, l'idée,
c'est pas de pousser sur les modulaires en disant on ne construira plus d'écoles de façon traditionnelle. L'idée, c'est de dire, quand vous faites l'évaluation de vos besoins d'espace, bien, vous devez les considérer compte tenu de votre réalité et non pas sauter immédiatement à pieds joints sur une nouvelle école traditionnelle. Il faut sortir de ces paradigmes-là. On travaille aussi parce que quand j'ai rencontré les centres de services scolaires, on a fait une espèce de caucus de centres de services scolaires en Estrie avec beaucoup de représentants des infrastructures qui s'occupent de ça, de voir aussi à mutualiser les plans. Moi, j'ai appris à mon grand désarroi que quand on construit une école au Québec, on repart à zéro avec les plans. On refait un appel d'offres avec des plans. Alors, on est en train de travailler pour voir comment on peut peut-être être propriétaire de nos plans, peut-être se servir à nouveau des plans. D'ailleurs, on le fait dans certaines écoles nouvelle génération, dans des secteurs où on s'est servi du même plan pour 2 ou 3 écoles. Puis des fois, c'est de l'adapter au terrain, la changer un peu de bord. Puis donc, il y a plusieurs choses à faire. Le cahier de charges aussi à revoir. Donc, c'est pas une mesure unique. C'est pas genre, on pousse les modulaires puis on n'aura plus L'idée, c'est de dire... Sans vous interrompre, Mme la ministre, c'est un peu ça aussi l'essence de ma question, c'est à savoir ce que vous nous dites. Il va falloir qu'on s'adapte parce que c'est pas des roulottes, mais on peut pas avoir un plan à long terme qui se base juste sur les modulaires. Non, non, non. L'idée, il faut que ça fasse partie de ce qu'on considère, et quand les centres de services scolaires regardent leurs besoins d'espace, ils ont plusieurs étapes à franchir. Est-ce que j'ai des espaces disponibles dans mes bâtiments actuels? Est-ce que je suis capable, dans mes bâtiments actuels, d'accueillir ou de transformer mes bâtiments actuels de façon correcte pour accueillir les enfants? Est-ce qu'un modulaire peut faire le travail? Et quand je dis un modulaire peut faire le travail, c'est des belles classes. Il y a des enseignants qui étaient réticents d'aller dans ces classes-là. Et c'était des modules, à l'époque, ils étaient utilisés pour la transition en attendant que la vraie école arrive. Et quand on les faisait transférer dans la nouvelle aile, ils étaient déçus de quitter l'aile modulaire parce qu'elle était plus belle, plus lumineuse, avec l'air climatisé individuel dans chaque classe. Donc, il faut juste sortir du paradigme que c'est des roulottes puis que c'est du préfabriqué dans le sens que ça n'a pas de sens. C'est pas ça. Et l'espace de vie, la durée de vie maintenant d'un modulaire, tel qu'on l'entend aujourd'hui en 2026, c'est de 35 à 50 ans. Donc, et là, nos écoles ont 50 ans. Donc, tout ce que je veux, c'est que ça fasse partie des outils utilisés par les centres de services scolaires et que quand ils l'écartent, c'est parce que dans la réflexion, ils l'ont quand même considéré. Donc, avant, on passait par-dessus puis on ne le considérait pas. Et grâce à ça, dans certains projets qu'on a redémarrés, en combinant des nouvelles constructions, des constructions modulaires avec du préfabriqué, puis en combinant tout ce qu'on pouvait, on a créé plus d'espace avec un coût moindre, ce qui fait que cet argent-là est récupéré pour fournir plus d'espace à d'autres élèves. Parce que l'argent du PQI va être dépensé au complet. Donc, ça fait en sorte que si je récupère 100 millions sur un projet ou sur un ensemble de projets parce qu'on a considéré des modulaires à une place, on a fait un combo modulaire, réaménagement, construction de nouvelles écoles, on ne peut pas dire non à ça parce que cet argent-là va être réinvesti pour les enfants. Donc, 78 pour le maintien et Ça fait 22 ce qui reste, là, si je ne me trompe pas. 22 qui reste, je veux qu'on le maximise parce qu'il faut produire des places pour asseoir nos enfants dans des classes. Merci, Mme la ministre. Dans nos écoles, ce qu'on constate, c'est les enjeux de moisissure. Le 3 décembre, l'école Notre-Dame-de-la-Paix à Montérégie a été fermée d'urgence après que des tests ont révélé la présence de moisissure. Il y avait des enjeux depuis quand même un petit bout qui avaient été répertoriés. Il y avait même eu 17 rapports d'incidents qui avaient été transmis à l'employeur à ce sujet. On a posé la question. Vous voulez la page, Mme la ministre? Donc, dans les cahiers de crédit, on parle de la fiche 116 des renseignements particuliers. Je l'ai eu rapidement, celle-là, merci. Parfait, parfait. Donc, sur l'avancement des travaux correctifs de problèmes de moisissure en 25-26. Donc, il y a l'école que je viens de vous nommer, qui était dans les médias, Notre-Dame-de-la-Paix, mais on a quand même 5 autres écoles donc dans différents centres de services scolaires où il y a de l'avancement donc de travaux de correctifs pour les problèmes de moisissure. Est-ce que vous pouvez nous faire état de l'état d'avancement de ces travaux? Oui, je vais probablement passer la parole à ma personne au secteur infrastructure pour vous donner les cas de figure particuliers qui sont à l'affiche parce que je ne voudrais pas rentrer dans les techniques puis vous dire que des choses qui ne sont pas là. Mais ce que je veux juste réitérer, là, que je sois très ferme,
Moi, j'espère qu'il y a présentement, dans les centres de services scolaires, aucune école au Québec où les gens sont au courant qu'il y a de la moisissure et qu'ils n'ont pas fermé l'école, là. Pour moi, c'est une procédure d'urgence. Et si l'école n'est pas fermée puis que le directeur d'école et le centre de services scolaires n'ont pas pris les dispositions pour fermer cette école-là, je pense qu'on a un enjeu. Maintenant, quand c'est le cas, c'est une question de santé, de sécurité. L'école est fermée et je vais, avec votre permission, passer la parole à François, mais j'ai oublié son nom de famille, parce que je l'appelle François. Est-ce qu'il y a consentement pour donner la parole? Donc, à Monsieur Leclerc. Désolée, je ne voulais pas l'appeler François. Évidemment. Pendant les crédits. Donc, oui, consentement pour entendre M. François. Merci. Donc, votre nom et votre titre, s'il vous plaît. Bonjour, François Leclerc, sous-ministre adjoint Éducation. D'emblée, je vous dirais que tous les projets sont en cours. Je peux vous les décrire là, sommairement. Là. D'abord, le projet L'École L'Étincelle au Centre de service scolaire de Laval. Tout ce qui a été condamné a été isolé du reste du bâtiment. On vise une rentrée scolaire 29-30 pour le premier. Si vous voulez plus de détails, je peux vous en donner, mais je vais y aller rondement. Là. Pour l'École des Cèdres, encore une fois, au Centre de service scolaire de Laval, même chose. La portion condamnée, qui était problématique, a été condamnée aussi. Celui-là, on vise une réintégration dans le pavillon sud pour l'année scolaire 28-29, puis la fin des travaux en 31-32. Pour ce qui est de l'école primaire Notre-Dame-de-la-Paix, au centre de service scolaire La Vallée des Tisserands, c'est celui-là qui a été fermé en décembre 2025. Oui. Le remplacement de l'école y est prévu pour la rentrée scolaire 26-27, avec une solution temporaire là, immobilière. Des classes modulaires. Ça peut être un mode hybride du préfabriqué. Ensuite de ça, pour l'école du Boisé, au centre de services scolaires de Cœur-des-Vallées, il y a eu de la moisissure aussi dans un local adjacent au vide sanitaire. Celui-là ici, il y a une entreprise externe qui est en train de faire les travaux. Fait qu'on n'envisage pas nécessairement de nouvelles constructions. Pour l'école secondaire Louis-Joseph Papineau, au centre de services scolaires Cœur-des-Vallées, celui ici, il y a des tests de qualité de l'air qui ont été faits puis qui seront refaits au cours de l'été pour le plancher du gymnase. Puis le dernier, c'est au centre de services scolaires de la capitale, l'école 4 saisons. Encore une fois, là, c'est au niveau de présence de moisissure. Il y a des certificats de qualité de l'air qui ont été faits. Puis ça a été conclu que la qualité de l'air n'était pas affectée. Donc, il y a des travaux qui vont servir à corriger les infiltrations d'eau au cours de l'été. Puis ça devrait être correct pour la rentrée prochaine. Merci beaucoup. Merci, toujours en infrastructure, Madame la ministre, je vais vous poser une question aussi donc sur l'école FACE. Il y a quelques années, donc le prédécesseur de votre prédécesseur, donc le député de Chambly, donc lorsqu'il était ministre de l'Éducation, était venu, disons, pas nécessairement couper des rubans, là, mais faire une annonce dans le comté de ma collègue de Westmount-Saint-Louis en disant, bien, regardez, donc voilà, donc on aura des travaux de réfection, donc pour le bâtiment, on va dire le bâtiment original là, de l'école FACE. Puis on vous promet que vous serez en mesure donc de retourner dans votre bâtisse originale. Et donc, dans l'intervalle, on va vous relocaliser, donc les élèves du primaire dans une école, puis les élèves secondaires dans une autre école. Là, depuis ce qu'on a appris l'année dernière, de la bouche de votre prédécesseur, c'est qu'en bout de ligne, bon, ben, on rétropédale sur la promesse qu'on a faite aux parents, que ça ne fonctionnera pas. Je pense qu'il y a bien des parents qui se sont retrouvés franchement déçus, hein, parce qu'ils avaient hâte de retrouver leur école, mais qui, là, donc, doivent poursuivre donc, dans ces deux écoles distinctes. Mais le hic, c'est qu'il y a des travaux de réfection à faire quand même dans une de ces deux écoles-là. Et on a les élèves du secondaire qui sont dans la bâtisse originale. Donc, il faut continuer d'entretenir pour la maintenir à niveau, hein, parce que sinon, on s'entend qu'il y aurait donc des grands enjeux de santé et de sécurité pour les jeunes qui sont là. Je vais peut-être vous entendre d'abord plus largement donc, sur le projet. Dire, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire les choses autrement dès le départ, Madame la ministre? Une minute, Madame la ministre. Bien, une minute, je comprends très bien là, l'importance de cette école-là pour les gens, puis je pense que je ne veux pas répondre nécessairement en une minute, fait que je vais faire ce que j'ai à faire, puis si vous voulez revenir dans un autre bloc, Madame, je vous le propose, Madame la députée, parce que, je veux dire, ça a toujours été l'orientation, effectivement, de préserver le programme FACE. Mais maintenant, force est de constater que de rénover le bâtiment patrimonial, ça n'a pas de sens au niveau des coûts.
Ça n'a pas de Mais on sens. l'entretient quand même en ce moment. Bien, l'école, là, le Ça centre nous de service coûte, scolaire fera ce qu'il veut avec ce bâtiment-là. C'est pas moi qui va lui dire quoi faire. Mais si on veut rénover pour le remettre à un niveau pour faire une école, ça n'a pas de sens, les investissements. Puis je vous parlais tantôt de maximiser les dollars. Bien, on ne peut pas investir autant dans un bâtiment patrimonial. Maintenant, le programme FACE est préservé. Les gens sont relocalisés au primaire, au secondaire, dans 2 autres écoles. Et on va préserver le programme axé sur les beaux-arts. Ça va être maintenu dans les 2 campus. Mais la décision, Il y a 5 à 7 la décision millions ne sera par pas année qui revisitée. sont dans le Merci. maintien. Oui. Merci, Madame la ministre. On reviendra probablement au prochain bloc, Madame la députée. Donc, je cède la parole au député de Matane-Matapédia, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. À nouveau, salutations à tout le monde. Je veux revenir sur la mission de l'Esprit Saint. J'en ai parlé ce matin et j'ai évoqué à la ministre que le ministère de l'Éducation a délivré un permis pour ce groupe sectaire. C'est le cas à Lavaltrie. Alors, il y a une école qui a reçu l'autorisation du ministère où, essentiellement, tous les membres du personnel et tous les élèves sont membres de la mission de l'Esprit Saint. Alors, j'en informe la ministre. Je lui demande si cette école a fait l'objet de l'enquête également. Ça rend les choses un peu délicates que le ministère ait délivré ça, pensant à l'origine que ça permettrait de mieux contrôler le cursus. J'informe cette commission et la ministre que je dispose de nombreux témoignages poignants en date d'aujourd'hui d'anciens élèves et de gens qui gravitent et qui souffrent énormément de cette situation. Donc, ma question, est-ce que la ministre peut confirmer que son ministère a délivré un permis à l'école Vallée-du-Roi, à Lavaltrie, qui est opérée par la mission de l'Esprit Saint? Bien, j'ai eu l'occasion de faire une vérification parce que vous m'avez, merci, prévenu puis interpellé. Puis je l'apprécie beaucoup sur cette école-là parce qu'effectivement, moi, j'avais en tête une autre faction où... Il y en a plusieurs. C'est plus l'école à la maison, effectivement. Oui, le permis, il y a un permis du ministère de l'Éducation. Je suis très prudente dans la façon dont je m'exprime. Si on parle d'agir sur le permis avec les vérifications qui ont été faites sur le permis et ce qu'on peut faire par rapport au permis, pour l'instant, il n'y avait pas d'indicateur qui nous permettait de mettre fin au permis, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas, je vais y aller de façon très générale, un suivi, une vigie très serrée sur cette situation-là. Et c'est pour ça que je vous disais ce matin que j'ai fait 2 choses. J'ai demandé au ministère de faire des enquêtes et de pousser au maximum les outils du ministère de l'Éducation disponibles, parce que le ministère de l'Éducation, c'est le ministère de l'Éducation, hein, c'est pas la Sécurité publique, c'est pas la DPJ, là. C'est le ministère de l'Éducation avec les outils de la loi sur l'instruction publique. Je suis retombée dans mon ancienne vie, désolée. L'instruction publique. J'ai de tester les outils au maximum et aussi de me faire des recommandations si jamais les outils du ministère de l'Éducation n'étaient pas adéquats dans certaines situations, peut-être même pour proposer éventuellement des modifications ou donner des pouvoirs à d'autres de mes collègues d'agir dans ces cas-là. Merci, Madame la ministre. Je veux quand même informer la ministre et son équipe que c'est une information qui est disponible depuis le 15 octobre dernier. Information de Marie-Christine Bergeron de Nouveau. Alors, j'ai l'article ici que je pourrais transmettre à l'équipe de la ministre. Cette situation est connue depuis quand même plusieurs mois. Ce matin, le fait que cette école-là avait un permis n'était pas à ma connaissance à moi, mais c'était à la connaissance du ministère. J'en ai d'autres, Madame la ministre. Madame la Présidente. Allez-y, Monsieur le député. Qui n'ont pas fait l'objet d'un article. L'Église-école Alpha-Oméga à Granby, non subventionnée, mais titulaire d'un permis. Sa demande de renouvellement de permis précise que l'école utilise les manuels de la pédagogie ACE, Accelerated Christian Education. Ces manuels américains qui sont autorisés au primaire par le ministère de l'Éducation, nous dit le document, visent un enseignement confessionnel des disciplines obligatoires, notamment le français, les mathématiques, l'anglais et même la science. Même la science. Alors, ça, c'en est une deuxième, et j'y vais d'un autre. L'Église-école Académie chrétienne de la foi à Vaudreuil-Dorion. Non subventionné, mais un permis du ministère. La direction de l'école exige des enseignants qu'ils partagent la foi évangélique, soient approuvés par un pasteur et suivent une moralité biblique. Est-ce que la ministre convient que même les écoles non subventionnées ne devraient en aucun cas mettre la religion au cœur du projet pédagogique? Merci, Monsieur le député. Madame la ministre. C'est des cathos, ça.
Oui. Bien là, vous avez eu toute l'occasion, j'imagine, de faire cette discussion-là avec mon collègue, avec le projet de loi qui visait les subventions. Maintenant, ce sont des écoles privées. Il n'y a aucun argent gouvernemental, selon ma connaissance. Est-ce que je me trompe dans ces deux écoles-là? C'est des écoles privées? Je l'ai dit, mais vous avez le ministère a octroyé un permis à toutes ces écoles-là. Oui, mais c'est des écoles privées sans argent, Le ministère accepte une pédagogie telle que celle-là? Bien, c'est parce que... Je sais qu'ils Oui, ne sont pas mais c'est parce qu'il subventionnés. faut faire une différence entre... Là, je vais faire de la vérification. Là, si Ça me va. l'enjeu est sur le programme pédagogique, si le programme pédagogique du ministère de l'Éducation n'est pas respecté, le permis ne sera pas renouvelé ou on agira sur le permis. Mais là, si vous me parlez de laïcité dans ces écoles-là qui ne reçoivent pas d'argent, bien, la voie qui a été suivie, c'est d'y aller sur les écoles subventionnées, s'assurer que les écoles qui reçoivent de l'argent. Mais maintenant, C'est pas ça. j'ai pas de preuve que ces écoles-là ne suivent pas le programme pédagogique. On va faire les vérifications. Voilà. Mais c'est le programme pédagogique. Merci. Madame la Présidente, Merci, Madame la ministre, je ne parle Monsieur pas le de député. financement, je ne parle pas de laïcité. Je demande seulement, devant témoin, à la ministre de porter attention aux 3 cas que je viens d'évoquer. C'est tout. On va la garder. Maintenant que c'est public, c'est de la responsabilité de la ministre. Moi, j'aurais fait mon bout là-dessus. Puis s'il y en a d'autres, je vais les partager aussi, mais ça se peut qu'il y en ait d'autres. Parfait. Ceci étant dit, quant à la discussion sur ce que sont des écoles confessionnelles où les rites, la religion est au cœur du projet éducatif, non, on n'a pas pu en parler tant que ça parce que ça va être beaucoup dans l'application du ministère de l'Éducation. S'il y a une volonté d'aller de l'avant là-dessus, puis ça peut être partagé, bien, ça m'intéresse de savoir s'il y a déjà des écoles identifiées qui pourraient perdre leur financement. Si l'exercice a été fait, mais je doute que ça soit trop tôt. OK. Je veux parler de la construction des écoles. Je ne sais pas si la ministre a vu le documentaire de Ricardo Larrivé où elle apparaît. La réponse est oui. Absolument. Je l'ai vu aussi. Et il parle évidemment de plusieurs écoles, notamment à Montréal, mais partout ailleurs au Québec, qui ont besoin d'énormément de travaux. Des belles écoles, ça contribue au sentiment d'appartenance. Ça donne envie de rester pour le parascolaire. Ça donne envie d'étudier. Puis dans bien des cas, puis c'est triste quand même, l'école peut être en meilleur état que la résidence où habitent les jeunes. Alors, c'est triste, mais en même temps, ça fait un lieu qui est attrayant, qui est sécuritaire. Alors, c'est très important, de belles écoles. Est-ce que la ministre, Madame la Présidente, a commencé à appliquer la volonté de la première ministre que ce soit le privé qui construise les écoles à partir des prochaines, j'imagine? Il n'y en a pas eu énormément dans la dernière année. Mais est-ce que le virage est déjà pris au ministère de l'Éducation de faire en sorte que ce soit le privé dorénavant qui prenne en charge la construction des écoles? On est en train d'analyser puis de regarder cette option-là, puis comment on pourrait la déployer le cas échéant. Là. Quel serait l'avantage? Est-ce que c'est les coûts? Est-ce que c'est les délais? Est-ce que c'est l'entretien ou l'assurance que les travaux soient durables? Bien, c'est ce qu'on est en train d'analyser, puis faire les analyses correctement aussi. On veut savoir parce que quel va être l'avantage pour le ministère de l'Éducation de ne pas être propriétaire, d'être locataire. Donc, on est en train de faire les analyses pour connaître effectivement les avantages d'aller de l'avant et comment on va aller de l'avant, le cas échéant, dans quel secteur. Donc, les analyses sont en cours. La première ministre nous a demandé de faire les analyses sur cette question-là. OK. Mais on n'est pas sûr que c'est mieux faire ça. On sait que c'est un engagement de la première ministre, mais vous n'êtes pas encore convaincu, Madame la Présidente, je parle à la ministre à travers vous, que c'est une bonne chose. Je C'est vous bien dis, ça? bien, la première ministre est pragmatique. Je suis pragmatique. Elle pense que c'est une option qui fait du sens et on l'examine et on va s'assurer que c'est une option qui va être gagnante pour les enfants et le ministère de l'Éducation. Donc, on fait les analyses. On ne se précipitera pas au gouvernement sur des options, mais on fait les analyses. Elle m'a demandé de faire des analyses, on va les faire. La ministre n'a pas l'air hyper convaincue, mais je comprends qu'elle a eu la commande. Ne lisez rien autrement que ce que je vous dis. Ça fait longtemps que j'observe la ministre, là. Je sais quand elle disons, pose des questions justifiées pour s'assurer que ça soit bien fait. C'est un compliment. Parce que quand on est au gouvernement, la rigueur est de rigueur. Parlant de Donc, rigueur, c'est ce qu'on fait. Parlant de rigueur, comment on explique ça sur le coût des... C'est pas pour rien que je pose la question du coût. Là, je vais dire le nom d'une école, puis tout de suite, il y a quelqu'un qui va bouger là-dessus. Là. L'école secondaire Louis-Philippe Paré à Châteauguay. Je sais pas qui a le dossier, là. Comment on explique que ça a coûté 468 millions, une seule école?
Je répète, presque un demi-milliard pour une seule école. Il va rester combien d'argent pour les autres écoles? Comme l'Académie Roberval, par exemple, à Montréal, et d'autres, là, dans la circonscription de mon collègue. Parce que quand je regarde les objectifs dans le bulletin du ministère, bon, en termes d'immobilisation, c'est dépassé un petit peu. Dans le bulletin, ça, c'est positif. Mais le déficit est énorme. Ce qui nous manque pour construire des nouvelles écoles, avec les besoins qu'on a... moi, dans le cas de Châteauguay, je trouve ça incroyable, 468 millions de dollars. Dans ce cas précis-là, il est arrivé quoi? On a découvert un gisement. Vous voyez que la commande est passée, donc on Vous va l'avez dit que ça allait faire on va réagir. trouver. Mais vous avez raison, on doit regarder les meilleures façons de construire. Donc, ouais, c'est un projet majeur par la SPI. Est-ce qu'on a des informations? Plus On est que en train de majeur, regarder. c'est... Oui, c'est un projet majeur. Comme vous le savez, hein, les projets majeurs, en particulier les écoles secondaires, sont menés par la SQI. Donc, habituellement, la SQI a la personne qui est détentrice des informations, mais on est en train de chercher pour vous donner le plus d'informations possible. Maintenant, vous avez raison qu'il faut faire plus, puis maximiser, puis s'assurer que quand on construit... Bonjour. Quand on construit, on le fait de façon plus adéquate. C'est pour ça que je vous dis qu'on est en train de regarder. Oui, mais on a dans les... Moi, je suis très heureuse de vous dire qu'on commence à redémarrer des projets. Et dans la majorité de ces cas-là, on a rebrassé les cartes avec les centres de services scolaires et on crée plus de places à des coûts moindres, dans certains cas, que les projets qui étaient mis à l'origine sur la table. Fait qu'on y travaille parce qu'effectivement, il faut... malgré le fait que les enfants méritent un environnement attrayant puis des beaux environnements, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu n'est pas là. Peux-tu vous raconter une anecdote par votre entremise? Allez-y, Monsieur le député. J'ai une magnifique école qui s'appelle Métis Beach School, dans ma circonscription. J'ai aussi un lab-école à Rimouski. Quand je visite ces écoles-là, je suis pas si heureux que ça. Je vais raconter pourquoi. Parce que je sais que les autres jeunes savent que ces écoles existent puis ils n'ont pas accès. Et ça me rend triste d'en parler parce que je me dis, les autres enfants, ils savent que c'est beau laboratoire, puis gymnase, puis illuminé, puis tout ça, puis ils n'ont pas accès. Ça m'attriste beaucoup. Alors, j'aimerais ça que tous les enfants aient accès à des belles écoles. Je sais que c'est beaucoup d'argent, puis on ne pourra pas tout faire en même temps, mais le documentaire de Ricardo Larrivée m'a touché comme il a touché n'importe qui l'a écouté. Je ne sais pas comment on va y arriver, mais j'aimerais que la ministre commence déjà à voir comment on peut mieux planifier la construction. Et c'est vraiment important, des belles écoles. Je vais aller rapidement. J'ai une question sur le bulletin. Je ne sais pas si c'est le bulletin de la ministre ou de son prédécesseur. C'est le rapport annuel de gestion 2024-2025. Alors, c'est pas si loin que ça, là. C'est les mêmes collaborateurs autour de la ministre là, qui étaient là avec son prédécesseur. 26-27, mais allez-y. Ouais, mais on regarde-tu le bulletin ensemble? OK. Objectif, accroître la réussite des élèves. Taux d'obtention d'un premier diplôme ou d'une première qualification en 7 ans après l'entrée au secondaire. Cible non atteinte. Alors, j'ai cet exemple-là, puis j'ai aussi la proportion d'élèves qui obtiennent entre 70 et 100 % à l'épreuve obligatoire d'écriture en français, langue d'enseignement, deuxième année du secondaire, cible non atteinte aussi. Bien, sur celle-là, je vais crier forfait et vous demander de passer la parole à la sous-ministre, qui était là à l'époque, mais pas moi. Oui, mais là, ça s'appelle l'imputabilité ministérielle. Ça donne que j'ai déjà occupé une fonction ministérielle. C'est la première chose qu'on nous apprend. Mais là, qu'est-ce que vous voulez, que je prenne acte et que je sois imputable? Je me sens imputable, mais je ne peux pas répondre avec détail. Comment on va s'y prendre pour atteindre la cible la prochaine fois? Ça, c'est sur le 90 de... C'est deux. J'ai nommé accroître la réussite des élèves. C'est le premier bloc d'objectifs. C'est le bulletin, là, ça compte pour beaucoup. Là. Chaque année, là, vous revisez ça. Je sais que vous avez des rencontres là-dessus, spécifiquement là-dessus à chaque année. Mais c'est comment on fait pour y arriver? Amélioration du taux de réussite? Pour qu'on ait un beau bulletin. Oui, mais le bulletin a des Je les ai nommés, c'est pour ça. A des catégories. Parce Taux d'obtention d'un premier diplôme ou d'une première qualification en 7 ans après l'entrée au secondaire. Oui. Ça, c'est le premier élément où la cible n'a pas été atteinte. Toujours dans le rapport annuel de gestion 2024-2025, parce que l'autre n'est pas encore disponible. Et proportion d'élèves qui obtiennent entre 70 et 100 % à l'épreuve obligatoire d'écriture en français, langue d'enseignement, deuxième année du secondaire. Là, les cibles ont-elles changé? Est-ce qu'il y a des correctifs? Les cibles sont les mêmes. Ça, je peux vous répondre que les cibles sont les mêmes. Bien, qu'est-ce qu'on fait? Je peux vous parler, moi, que depuis que je suis là en septembre, puis ce que je constate aussi qui est fait, c'est que quand on parle du taux de réussite, bon, il y a le taux de réussite global, il y a le taux de réussite des filles, il y a l'écart de réussite entre les garçons et les filles, donc il y a plusieurs aspects. Souvent, ça passe par l'apprentissage de la lecture très tôt. La lecture est une donnée extrêmement importante et on est d'accord avec le fait que la lecture
lecture doit être garantie à l'école, la lecture. Ouais. Et donc, les enfants vont lire, et des livres, éventuellement, idéalement. Donc, la lecture, mais ça passe par ça, et le plus tôt possible. Donc, on a mis en place, je pense, les mesures de pistage. Je cherchais parce que j'avais la notion de décodage en tête, mais les mesures de pistage. Dans le nouveau programme de français, on a des lectures obligatoires. Naturellement, ça varie. Ça part de la première année du primaire jusqu'au secondaire. Il y a de la lecture obligatoire. On doit lire à tous les jours, donc il faut favoriser ça. Donc, il y a des mesures qui sont mises en place et on va pouvoir voir ça dans 7 ans. Ministre, 2 minutes, Monsieur le député. École Centennial. Imaginez le gouvernement autonomiste, nationaliste, j'ai tout entendu. Les écoles Centennial, elles reçoivent du financement pour les élèves anglophones, mais pas les francophones. Saviez-vous ça, Mme la ministre? Il manque seulement l'agrément du ministère pour les élèves francophones. Est-ce que, à moins que ce soit déjà fait puis j'aille manquer ça, est-ce que la ministre peut corriger ce qui est tout simplement une irrégularité et permettre à Centennial de poursuivre sa mission? Bien, historiquement, ils avaient un agrément pour la portion anglophone. Ils ont mis en place une portion francophone, mais il n'y a pas d'agrément qui se donne. Il n'y aura pas d'agrément qui va se donner. Il n'y a plus d'agrément qui se donne. Et pourquoi Maintenant, donc? s'ils veulent changer leur agrément puis mettre l'agrément francophone au lieu d'anglophone, on pourrait peut-être discuter, mais il n'y aura pas de nouveaux agréments qui se donnent. Bon, alors la position du gouvernement est connue. On va la transmettre aux gens de Centennial. Tout à l'heure, il a été évoqué la question des raisons pour lesquelles les enseignants quittent. D'ailleurs, c'est une motion que j'avais déposée, puis la ministre avait répondu favorablement. Il me semble que c'est un peu court de dire que c'est les centres de services scolaires qui compilent. L'objectif, c'est qu'à terme, la ministre soit informée par l'entremise des centres de services scolaires, qui ne sont toujours bien pas des principautés, quoique parfois, oui, de faire en sorte que l'information monte, puis que, par exemple, c'est-tu la violence à l'école, c'est-tu les plans d'intervention, c'est-tu la détresse, c'est-tu le manque de soutien? C'est quoi les raisons principales? Puis là, ça permet d'une négociation, par exemple, de conventions collectives, d'intervenir là-dessus. Donc, je ne peux pas croire que chacun des centres de services scolaires garde ces infos puis ne les communique pas à quelqu'un au ministère en disant, nous, là, voici les départs qu'on a eus dans les dernières années, puis on observe, là, c'est, par exemple, la violence à l'école. C'est pour ça qu'on a quitté le réseau avant le temps. Moi, ça m'intéresse, puis ça devrait intéresser la ministre aussi. Bien, je reviens à la question, puis vous pouvez trouver qu'elle n'est pas suffisante, mais c'est quand même la réponse, que c'est quand même le centre de service scolaire qui est l'employeur. Donc, on leur a demandé, c'est de faire en sorte de s'assurer des raisons des départs. Oui. À peu près un tiers des départs sont des gens qui ont transféré d'un centre de service scolaire à l'autre. On peut les éliminer. Et de prendre les mesures appropriées pour que ce soit gardé. Puis à ce moment-là, nous, on leur a demandé de nous transmettre par la suite s'il y avait des enjeux plus particuliers qu'on doit connaître pour pouvoir les aider dans ça. Mais effectivement, les entrevues se font par les centres de services scolaires. Si la ministre ne le sait pas... Madame la ministre, merci, Monsieur le député. C'est encore insuffisant comme réponse. Pour le prochain bloc de l'opposition officielle, je vais céder la parole à la députée de Vaudreuil. Merci beaucoup. Merci, Madame la présidente. Merci aussi à ma collègue qui me permet de siéger, entre autres, ici au Crédit. C'est une commission qui est super populaire, là, les crédits en éducation, définitivement. Moi, Madame la ministre, j'avais des questions en lien avec l'optimisation du transport scolaire. Il y a des enjeux, là, particulièrement au centre de services scolaires des Trois-Lacs. Il y a une communication qui a été émise le 16 avril dernier. Et ça soulève beaucoup de préoccupations dans notre circonscription, dans notre comté, dans Vaudreuil-Soulanges. Si je ne me trompe pas, il y a environ 150 circuits, puis il y a à peu près 10 des circuits qui vont être coupés. Puis c'est dans le cadre justement d'optimiser le transport scolaire. C'est des impacts majeurs. C'est des impacts majeurs, évidemment, pour le transporteur, là, mais c'est des impacts majeurs surtout pour les familles, pour les parents, pour les enfants. C'est déjà arrivé précédemment, entre autres, à Sherbrooke, fait que c'est à peu près la même chose que dans le comté de Sherbrooke. On dit que c'est, entre autres, puis je pourrais la déposer, là, Madame la Présidente, là, la correspondance du Centre de services scolaires de Trois-Lacs, parce que dans la communication, on mentionne explicitement que ces orientations-là s'inscrivent dans le cadre émis par le ministère de l'Éducation, ce qui laisse croire que la situation observée pourrait s'étendre à d'autres régions par la suite. Donc, il y a vraiment une grande préoccupation. Je vois des signes de non de la tête, mais tout de même, vous pourrez me le confirmer là, éventuellement. Mais
Ces coupures-là, comme je vous disais, c'est à la demande du ministère. C'est une initiative, en tout cas, du Centre de services scolaires des Trois-Lacs. Il y a une lettre à cet effet-là. Puis l'impact majeur, bien, c'est parce qu'il y a des enfants qui sont en situation de garde partagée. Donc, ça fonctionnera plus, ça fonctionnera pas, évidemment. Il y a le transport scolaire, les services de garde. Ils vont devoir faire un choix entre le service de garde ou le transport scolaire. C'est pas super pratique non plus pour les parents, puis étant donné l'âge des enfants non plus. Mais il y a des enfants qui sont aussi inscrits dans des programmes de sport-études qui vont être impactés par cette décision-là du centre de services scolaires. Je me demandais si la ministre était au courant, puis si elle pouvait, sinon aujourd'hui, s'engager à demander au centre de services scolaires de mettre fin à ces coupures de services, parce que c'est pas vraiment de l'optimisation, là. En tout cas, on a beau le tourner de tout bord, de tout côté. Moi, je cherche où l'optimisation, j'en vois pas, puis j'en vois pas pour nulle part, pas même pour les chauffeurs des autobus qui vont avoir des trajets plus longs. Pas même pour le transporteur, pas pour les familles, pas pour les enfants. Fait que Madame la ministre, je vous laisse la parole, puis je demande si ça serait possible d'envoyer une directive claire au centre de services scolaires des Trois-Lacs. Bien, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de directive du ministère de l'Éducation pour couper des routes, là, puis faire le genre de situation que vous décrivez. Maintenant, on a pris note de ça parce qu'on n'était pas au courant de cette situation-là. Les centres de services scolaires sont maîtres de l'organisation de leur transport scolaire, là. Il y a des sommes qui leur sont versées pour organiser ça, mais ils sont maîtres de l'organisation de leur transport scolaire et imputables de tout ça. Mais on va très certainement faire les vérifications. Puis, si vous le voulez même, vous pourrez communiquer avec mon cabinet pour qu'on puisse avoir plus de détails et qu'on soit vraiment à niveau de l'information, mais vous me voyez hocher de la tête parce que vous parliez que le centre prétendait que c'était une consigne du ministère. La réponse est non. Je parlais d'optimisation en matière de transport scolaire ce matin, mais c'est pas de ce genre d'optimisation-là qu'on parlait. On parlait d'optimisation du genre des centres de services scolaires qui ont des zones limitrophes, pourraient partager des routes. On parlait d'optimisation sur l'optimisation des routes. Donc, on parle une réelle optimisation, pour moi, c'est être capable de mieux faire, donc je vais le dire comme ça, là, de faire la même chose ou plus, mieux. Donc, c'est certainement pas de couper des routes. Maintenant, on va vérifier les raisons derrière tout ça, puis on va faire une vérification appropriée. Et le ministère va les contacter. D'ailleurs, la commande est déjà passée. Mais j'aimerais qu'on parle aussi avec mon cabinet pour qu'on puisse s'assurer de faire un suivi là-dessus. Bien, j'apprécie cette ouverture-là. Puis ce que je vais faire, je vais déposer la lettre, ou je pourrais la remettre aux membres de votre équipe, parce que la lettre commence dans « Bonjour. Dans le cadre des orientations émises par le ministère, nous devons procéder à une optimisation des coûts liés au transport scolaire. » Mais comme je vous dis, c'est pas nécessairement, on comprend pas tous l'optimisation dans le même sens. Bien, c'est parce qu'on a demandé au centre de services scolaires de s'optimiser, mais on n'a pas imposé les secteurs ni les moyens. On leur a dit que surtout dans le secteur administratif, parce qu'on veut pas que c'est pas dans les services aux élèves, on parlait dans les questions administratives, de trouver des moyens de s'optimiser. Certains ont commencé à le faire en transport scolaire, mais de la façon dont je vous en parlais tantôt, c'est-à-dire de mettre en commun 2 centres de services scolaires pour être capable, à moindre coût, d'aller transporter tous les élèves. Puis des fois, ça facilite les routes. Mais en tout cas, Mais comme je vous dis, on n'a pas donné de conseils particuliers à quel endroit optimiser. Mais merci. Le message d'optimisation demeure, par contre. Merci, Madame la ministre. Madame la députée de Vaudreuil, vous allez déposer le document à la commission, à l'adresse de la commission, s'il vous plaît. Merci. Donc, je cède la parole à la députée de Darcy McGee. Merci, Madame la Présidente. À vous maintenant. Donc, je viens ici vous questionner aujourd'hui en tant que porte-parole pour les services sociaux, donc y compris des jeunes avec des besoins particuliers ou avec des handicaps. Malheureusement, comme j'imagine, vous êtes bien au courant, les bris de services scolaires s'accentuent d'année en année. Pour l'année 2025-2026, on a identifié 3 976 élèves qui ont vécu des bris de services. Et je vous rappelle que ces chiffres-là ne prennent en considération la période du 5 septembre 2025 au 15 janvier 2026. Donc, même pas toute l'année entière, un petit peu plus que la moitié de l'année scolaire. Entre 2023 et 2026, c'est une augmentation de 64,9 % de jeunes qui n'ont pas les ressources dont ils ont besoin à l'école. Donc, l'école ne peut pas les soutenir et vont les renvoyer à la maison. Ce qui fait en sorte que ce jeune ne reçoit pas une éducation adéquate. Le parent n'est pas
un professeur n'a pas les capacités d'éduquer son enfant, l'enfant est privé de socialiser, de sa vie scolaire. Au Québec, comme vous le savez, le droit à l'éducation est un droit fondamental garanti pour tous les enfants de la province. Lors du étude détaillée, lors du dépôt du projet de loi 89 par votre collègue ministre du Travail, ce qui faisait en sorte de potentiellement pouvoir briser des grèves pour le bien-être de la population, à plusieurs reprises, le ministre du Travail a évoqué la situation des enfants avec des besoins particuliers. Spécifiquement quand il y a eu la grève des professeurs et ces jeunes-là étaient privés d'être à l'école. Et je voudrais vous lire certaines citations qu'il a fait. Les enfants en besoins particuliers, notamment atteints du trouble du spectre de l'autisme ou en situation de handicap, pouvaient être affectés dans leur développement tant au plan des apprentissages que des comportements par le fait qu'ils n'étaient pas plus présents à l'école. Les enfants en besoins particuliers dont le service éducatif sont interrompus et à l'égard desquels le conflit peut avoir un impact permanent sur le développement de sa compétence. Les enfants qui ont des besoins particuliers dont les services éducatifs sont interrompus et qui subissent un impact négatif sur leur développement cognitif ou le développement de leurs compétences, ça peut avoir un effet pérenne. Finalement, les enfants handicapés, il y en a 54 000 au Québec. Une interruption des services éducatifs va provoquer une régression dans leur comportement et dans leur apprentissage. Donc ça, c'est votre collègue, ministre du Travail, qui a évoqué ces raisonnements pour mettre de l'avant le projet de loi 89. Votre prédécesseur à l'éducation, l'été dernier, a annoncé des coupures de plus d'un demi-milliard de dollars que vous avez par la suite. Mais ça fait en sorte qu'en début d'année scolaire, il y a plusieurs commissions scolaires et centres scolaires qui n'ont pas pu faire les embauches qu'ils s'attendaient à faire pour justement avoir des professionnels pour soutenir ces jeunes-là. Donc, ma question, premièrement, est-ce que vous pensez que c'est normal qu'il y a plus de 4 000 jeunes l'an passé qui ont été renvoyés de l'école pour être à la maison avec leurs parents sans avoir droit à l'éducation, sans avoir droit à la socialisation et la vie étudiante? Parce que votre gouvernement dit que la réussite scolaire, c'est votre priorité, mais il faut que ça soit la priorité pour tous les élèves, y compris ceux qui ont des besoins particuliers. Donc, je voudrais vous entendre à propos de cette augmentation, comme j'ai dit, de 64,9 % en 2 ans des bris scolaires et le fait que votre collègue, ministre du Travail, a fait valoir que les grèves portaient préjudice aux élèves vulnérables, mais parallèlement que les décisions des écoles de les renvoyer à la maison pour des bris de service, ça a un effet d'autant plus. Alors, je voudrais vous entendre à ce sujet. Là, je veux juste qu'on fasse attention à faire un lien entre une grève d'un syndicat et ce qu'on appelle les bris de service. Les bris de service, c'est pas « Ah, by the way, on n'a pas de service pour toi, va-t'en à la maison ». Les bris de service, c'est un enjeu extrêmement complexe. Ce sont des jeunes qui ont des enjeux qui dépassent souvent, je dirais pas la capacité dans le sens, mais les moyens d'action du ministère de l'Éducation. Ce sont des gens qui sont suivis par la santé souvent, par l'éducation. Donc, ce sont des jeunes qui, des fois, sont en décompensation. Ce sont des jeunes qui ne peuvent pas être à l'école. Donc, c'est pas des jeunes pour lesquels on ne peut pas fournir un service. C'est des jeunes pour lesquels l'école ne peut pas répondre de façon momentanée, parce que souvent, dans les bris de service que vous mentionnez, le nombre, ce qu'on n'a pas, malheureusement, dans les données, c'est-tu un jour, c'est une semaine. Un jour est calculé comme un bris de service. Une semaine est calculée comme un bris de service pour l'enfant. Donc, des fois, c'est des enfants qui quittent le temps je vais y aller dans les extrêmes, le temps que la médication, quand ils en prennent une, soit ajustée, le temps qu'on trouve un moyen de les aider, mais la santé est impliquée là-dedans. C'est des problèmes extrêmement complexes. C'est pas un jeune HDAA ou un jeune handicapé pour lesquels il n'y avait pas un TES ou quelqu'un pour l'accompagner. C'est pas ça du tout. Les bris de service tels que compilés, ce sont vraiment des problèmes, des enjeux extrêmement complexes pour lesquels la capacité du ministère de l'Éducation, à un moment donné, est dépassée pour y répondre dans la mission du ministère de l'Éducation. Et il y a des ententes de complémentarité pour ces jeunes-là, pour les accompagner. Et souvent, ils sont en bris de service parce qu'ils ne sont pas à l'école, mais ils ont des suivis à la maison, sont accompagnés à la maison. C'est intersectoriel. Le réseau de l'éducation, on essaie d'organiser après ça, puis on les réintègre, ces jeunes-là, le plus rapidement possible. Donc, il faut faire attention, là. C'est pas des jeunes pour lesquels on n'avait pas d'argent pour fournir le service, là. C'est des jeunes pour lesquels la capacité, même si les services sont là, les TES sont là, ça dépasse
je dirais pas le mandat parce que c'est une drôle de façon de dire, mais ça dépasse le ministère de l'Éducation seul. Et il y a des ententes avec le système de santé pour ça. Ça, c'est pour les bris de service. Puis c'est bien différent d'avoir une grève qui ferme les écoles pendant 10, 20, 30 jours. Ça, c'est le projet de loi de mon collègue et qui dit que dans certains cas de figure, c'est un peu la notion de service essentiel qui a été intégrée là-dedans, que dans certains cas de figure, et ça prendra une démonstration, ça prend même une décision, dans certains cas de figure, on pourrait dire, bien, peut-être dans certaines classes particulières, créer une espèce de j'allais dire, service essentiel pour dire, bien, après 30 jours ou 3 semaines de grève, bien, dans certaines classes de besoins spécialisés, bien là, on va faire les mesures pour avoir un service essentiel. Donc, il faut faire la différence entre le bris de service. Donc, pour moi, c'est pas incompatible du tout parce que ce sont deux choses complètement différentes. Est-ce que on aime avoir des bris de service? La réponse est non, mais ce sont des jeunes qui ont des problèmes complexes, qu'on accompagne, qu'on suit et qu'habituellement, on les réintègre à l'école le plus rapidement possible quand leur situation particulière s'est stabilisée. Dans plusieurs cas que nous entendons, que ce soit de la part des écoles eux-mêmes ou des centres scolaires, des commissions scolaires, c'était question de manque de financement parce qu'il n'y a pas les ressources qui sont nécessaires pour soutenir ces jeunes. Ces jeunes-là sont intégrés à l'école. Comme vous avez mentionné, c'est des jeunes qui, peut-être au parcours de l'année, là, les professeurs réalisent qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les ressources. C'est pas des jeunes qui arrivent... Évidemment, ils ont des besoins particuliers, mais s'ils ont pu commencer l'année scolaire, s'ils ont pu intégrer l'école, c'est parce que si le soutien est là, donc ils peuvent réussir. Quand on les envoie à la maison, c'est le même effet que votre collègue. J'essaie pas de faire un amalgame entre la grève et les bris de service, mais j'essaie de démontrer que l'effet est pareil. Ce sont des jeunes pour qui, s'il n'y a pas de routine continue, s'il n'y a pas leur éducation n'est pas faite de façon continue, ils vont perdre des atouts, ils vont perdre des comportements justement positifs qu'ils ont pu apprendre pendant qu'ils étaient à l'école. Donc, où devraient aller ces jeunes-là? Parce que vous mentionnez, il y en a des fois c'est un jour ou c'est une semaine, mais il y en a que c'est de façon permanente. Et l'école va leur offrir une demi-journée d'éducation, peut-être, où ils vont remettre du matériel aux parents en s'attendant que le parent puisse reprendre ce rôle d'éducateur. Je vous rappelle aussi, quand il y a des bris de service, les parents doivent s'absenter du travail parce qu'ils doivent rester à la maison avec ce jeune-là qui ne peut pas être tout seul. Et les effets sont pareils. La réintégration, comme j'ai dit, ça se fait certaines fois, mais ce n'est pas les 3 976 jeunes qui sont toujours réintégrés à l'école. Et lors des crédits hier, avec votre collègue, le ministre des Services sociaux, je lui ai appris un élément que nous avons appris dernièrement qui était, je trouve ça horrible. La Fédération québécoise de l'autisme nous a fait part que parmi des jeunes qui se font envoyer à la maison avec des bris de service, la DPJ va débarquer chez eux et dire aux parents, vous ne remplissez pas votre devoir d'éduquer votre enfant. Donc, la DPJ va enlever l'enfant de la maison parce qu'il juge que l'enfant n'est pas éduqué. Est-ce que vous pensez que c'est correct? Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce que c'est le devoir du parent ou c'est pas le devoir de l'État de fournir une éducation aux jeunes? Le devoir d'éduquer revient à l'État et non aux parents qui se fait taper sur les doigts, qui se fait enlever leur enfant de la maison. Mais là, je veux dire, je peux pas commenter ce que la DPJ fait parce que je suis pas au courant de ce que vous me dites, mais je vais quand même vous offrir un élément de réflexion. C'est pas l'idéal, puis on veut pas de bris de service. C'est pour ça qu'on travaille avec le ministère de la Santé, parce que il y a beaucoup de cas où on doit avoir des ententes avec le ministère de la Santé pour qu'il nous aide justement à garder ces enfants-là scolarisés le plus longtemps possible. Et l'idée, c'est pas de les renvoyer à la maison, c'est de les garder à l'école le plus fréquemment possible et pouvoir les scolariser correctement. Maintenant, quand la DPJ intervient, à ma connaissance, et je suis pas une experte de la DPJ dans ce sens-là, mais quand elle intervient, c'est quand il y a une compromission de fournir les services éducatifs, mais pas parce que l'école a fait un bris de service, parce que le parent refuse d'envoyer l'enfant à l'école. À ce moment-là, vous avez bien fait d'adresser la question à mon collègue, parce que si c'est l'école, pour des raisons, plein de raisons, fait en sorte que dans un cas particulier, ça fonctionne pas, puis que la DPJ intervient, on a peut-être un autre enjeu ici là, que
ce qui se passe par rapport à l'école. Puis vous avez bien fait d'intervenir auprès de mon collègue avec ces cas de figure-là. Puis je vous invite à les signaler précisément, ces cas de figure-là, parce que si la DPJ intervient dans le cas où un parent a l'enfant à la maison, mais a l'enfant à la maison parce qu'il n'y a pas de place à l'école et qu'il peut pas et que l'école ne peut pas l'accueillir, c'est bien différent que l'école dit amène-le à l'école puis que l'enfant refuse, là, on se comprend? Mais je veux dire, à part vous offrir une réflexion-là, c'est pas une situation qui était portée à ma connaissance, puis pas du tout. Merci. Merci, Madame la ministre. Merci, Madame la députée.